Bonsoir très chers abonnés, bonsoir très chers collègues. C'est Jansin Kunga, je suis ingénieur en bâtiment et travaux publics, ingénieur BTP. Aujourd'hui, je vais vous présenter une formation. Nous allons donc calculer les éléments de réduction MNT, c'est-à-dire les moments, effort normal ainsi que l'effort tranchant d'une poutre isostatique supportant une charge concentrée. Alors c'est ce que nous allons faire tout à l'heure. La structure en question, donc c'est ça, nous avons une poutre reposant sur des appuis. Alors premièrement, nous allons donc traiter ces cas de manière à ce que nous puissions répondre à ces 4 questions. Alors l'intitulé de cette formation d'aujourd'hui, donc c'est calcul des éléments de réduction MNT d'une poutre isostatique supportant une charge concentrée. Alors notre énoncé est là, donc soit la structure isostatique ci-dessous, ce que vous voyez ici. Alors la première question donc c'est calculer les éléments de réduction de moment, effort normal ainsi que l'effort tranchant, leur diamètre ainsi que la déformée du moment. La deuxième question, nous allons trouver donc la valeur des moments à une distance qui varie à x qui est égal à 1,80 m et donc à ces niveaux. La troisième question, nous allons trouver les réactions aux appuis. Et la quatrième question, donc nous allons trouver les diagrammes des contraintes max, maximal ainsi que min en décanewtons par centimètre carré. Alors la structure en question est là et notre structure est chargée. Donc nous avons une charge concentrée à ces niveaux et donc la charge d'exploitation est de 1500 kg. La charge permanente abrégée par la lettre G est de 1000 kg. Alors nous avons donc la portée totale de notre structure est de 7 mètres. Donc nous avons notre travée. La structure comporte donc des travées. Première travée, nous avons 3 mètres. Deuxième travée, nous avons donc 4 mètres. Le total, ça fait 7 mètres. Alors, sans plus tarder, nous allons passer directement dans notre logiciel Robot Structural Analysis, de manière à ce que nous puissions premièrement paramétrer les unités et modéliser directement notre structure. Alors, je suis là. Je vais cliquer premièrement l'interface robot, les logiciels en question. Je suis là. Je vais double-cliquer. Alors, je vais patienter un tout petit peu. Je vais patienter. Voilà, je suis devant les logiciels en question. Alors, je vais premièrement choisir l'onglet de travail. Je suis là, je vais cliquer sur plus. Et à partir d'ici, je prends étude d'un portique-plan. Je clique là-dessus. Voilà, je vais faire clic droit, je prends annuler. Alors premièrement, je vais paramétrer d'abord les unités, afin que je puisse modéliser directement ma poutre. Alors je vais d'abord vérifier l'élément en question. Alors les unités, l'unité de force ici, c'est les kilogrammes. L'unité de longueur ici, je vais le mètre. Et l'unité de la contrainte ici, je le décanewton par centimètre carré. C'est ce que je vais paramétrer à ce niveau. Donc pour faire ça rapidement, je prends premièrement outils. Je prends unité formant. Alors unité de longueur ici, c'est donc le mètre, c'est bon. Unité de force à ce niveau ici, c'est donc les kilogrammes. Je prends kilogramme. Moment, ça sera donc kilogramme mètre. Je vais modifier ici. Je prends donc kilogramme. Voilà, kilogramme mètre. Je fais OK. L'unité de contrainte ici, ça sera décanewton. Je prends donc décanewton par centimètre carré et puis je fais OK. Alors si vous souhaitez enregistrer ça par défaut, vous allez donc cliquer ici, enregistrer les paramètres comme paramètres par défaut, ou alors je fais directement OK. Voilà, donc je viens de paramétrer déjà les unités. Alors je peux maintenant modéliser directement ma poutre. Voilà, donc maintenant je vais placer mes lignes de construction afin que je puisse modéliser directement ma poutre. Au niveau des appuis ici nous avons donc un appui simple. De l'autre côté, nous avons un appui mobile. Je vais d'abord
prendre mes lignes de construction, je prends dans définition des axes, je clique là-dessus. En X ici, je vais faire comment? Premièrement, je vais prendre répéter X, je prends une fois, espacement ça me fait combien? 3 mètres et 4 mètres. Donc je prends répéter une fois, espacement je mets dans 3 mètres, j'ajoute et je prends encore répéter une fois, espacement cette fois-ci ça sera 4 mètres et j'ajoute et puis je vais ajouter, j'ajoute, au total ça fait donc 7 mètres. Je prends dans Z, je laisse répéter 0 fois, espacement 1, j'ajoute et puis je vais appliquer. Voilà, quand j'applique, voilà ce que j'obtiens. Et puis deuxièmement, qu'est-ce que je fais? Je vais modéliser directement ma poutre. Je viens ici, je prends barre, je laisse toujours le matériau, je prends toujours IP100, je viens, je clique ici, je vais cocher et tirer. Premièrement, d'abord, avant de cocher et tirer, je clique d'abord ici, premier point, deuxième point, et puis je vais cocher et tirer, et je mets enfin troisième point, et puis je ferme. Voilà, je viens donc d'obtenir déjà donc mon élément que je viens de modéliser tout à l'heure. Maintenant, je vais mettre mes appuis. Voilà. Donc, je vais mettre mes appuis. Alors, je fais comment pour placer directement mes appuis? Je vais cacher premièrement la section du profilé. Alors, je viens ici, je prends donc appui. Par contre, si vous avez modélisé la structure toute entière et que vous avez oublié de mettre par exemple un nœud, là vous allez appliquer votre charge concentrée. Vous avez la possibilité également d'insérer un nœud. Comment vous pouvez faire pour ajouter directement un nœud? C'est juste question de venir ici, vous prenez, donc vous cliquez ici, vous prenez nœud et puis vous venez cliquer là où vous souhaitez mettre le nœud en question et le nœud va directement apparaître. Alors dans notre cas tout est bon, je vais placer tout simplement les appuis. Alors je fais comment pour placer mes appuis? Et ça, nous avons donc un appui simple qui dégage une seule inconnie, verticale bien sûr. L'encastrement ici, nous avons donc 3 inconnies, verticale, horizontale, ainsi que les moments. Et puis rotile, ici nous avons des inconnies, verticale et horizontale. Alors qu'est-ce que je fais premièrement? Je viens ici. Alors à ce niveau ici au point A, nous avons donc un appui simple. Un appui simple, donc l'appui fixe. Alors l'appui fixe à ce niveau ici, c'est ce que nous allons considérer comme notre rotile qui dégage donc des inconnies. Donc on aura une inconnie verticale qu'on peut appeler tout simplement VA et une autre inconnie horizontale dans ce sens qu'on peut appeler HA. Voilà, donc ici nous aurons donc notre rotile. C'est ce que je vais représenter à ce niveau. Je fais comment? Je viens, je prends rotile, c'est ce que je vais mettre ici. Et de l'autre côté ici, je vais placer directement l'appui simple. Voilà, donc à ce niveau ici, nous avons une seule inconnue. Donc ça sera cette fois-ci VB. L'inconnue verticale, c'est ce que je vais ajouter directement ici. Je prends donc appui simple, je place ça directement ici. Voilà, et puis je ferme. Voilà, je ferme, tout est bon. J'ai la possibilité même de côté pour faire la vérification si réellement les dimensions que j'ai insérées, tout est bon. Je prends outil, cotation. Alors comment faire pour coter? Je viens, je clique ici. Je viens là-bas, et puis je clique ici, ça fait 3 mètres. Je clique ici, je prends ça. Ici, ça fait 4 mètres. Le cumul, ça me fait directement 7 mètres. Voilà, donc tout est bon. Voilà, donc je viens de modéliser déjà ma poutre. Alors maintenant je vais faire quoi? Je vais charger directement ma poutre. Je vais faire comment pour charger ma poutre? Vous allez voir à ce niveau ici, définir charge n'est pas donc activé. Avant d'activer ça, il faut d'abord définir les cas de charge. Je vais prendre ici, je clique cas de charge. Ici, vous allez voir que pour les cas de charge, nous avons deux types de charges. Il y a la charge permanente et la charge d'exploitation.
c'est ce que je vais définir ici. Premièrement, premier cas de charge, je laisse comme ça par défaut, charge permanente, que je peux soit abréger tout simplement par la lettre G, telle que représentée ici, par la lettre G. Voilà, par la lettre G. C'est ce que je viens de mettre ici. Et puis je vais ajouter. J'ajoute. Dans premier cas de charge, la charge permanente définie par la lettre G. Une fois que vous ajoutez, ça prend directement les poids propres de l'élément. Donc c'est-à-dire que le logiciel vient d'obtenir de prendre aussi les poids propres de notre profilé IP100 que nous avons utilisé pour la modélisation. Et puis je vais changer ici, je prends charge d'exploitation. Alors cette fois-ci, je vais mettre qui, tel que représenté ici. Voilà, c'est ce que je viens donc d'insérer ici. Et puis je vais ajouter, j'ajoute, et puis je ferme. Alors je vais maintenant placer les charges que vous voyez ici. Une charge concentrée, ça c'est ce que je vais mettre ici. Alors pour faire ça, je vais commencer d'abord par la charge d'exploitation, par la charge plutôt permanente. Je prends G permanente, je viens ici, définir charge, je clique, je vais prendre ici, je ne peux pas prendre barre, donc je prends nœud, charge nodale, force nodale plutôt, je clique là-dessus, je suis dans Z, la valeur ça fait combien, charge permanente c'est 1000 kg, c'est ce que je vais insérer ici, je vais double-cliquer, je mets tout simplement 1000 kg, ça sera négatif puisque ça va du haut vers le bas, négatif, je fais OK, voilà, et puis je vais ajouter et je viens cliquer ici, dans le nœud numéro 2, et comme vous avez la possibilité tout simplement de numéroter le nœud ici, et à partir d'ici, je vais écrire tout simplement nœud numéro 2 et puis j'applique. Vous voyez, je vais cacher le nœud. Je cache le nœud. Alors, je vais apparaître directement la charge que je viens appliquer. Voilà. Donc là, j'ai appliqué la charge d'exploitation. Maintenant, je vais appliquer la charge. Je viens d'appliquer plutôt la charge permanente. Maintenant, je vais appliquer la charge d'exploitation. Je vais faire la même chose, je prends définir charge, toujours dans le nœud, force nodale, je clique, la charge d'exploitation est de combien? Est de 1500 kg. Alors je vais insérer tout simplement ici, je vais mettre 1500 kg. Voilà, 1500 kg, c'est toujours négatif. Je vais ajouter, toujours dans le nœud numéro 2, et puis j'applique. Voilà, donc je viens de charger déjà donc ma poutre isostatique. Voilà, charge d'exploitation, ça me fait 1500 kg, tandis que la charge permanente c'est 1000 kg. Voilà, mais vous allez remarquer ici que la charge permanente, donc c'est y compris les poids propres. Vous allez remarquer ici qu'il y a un trait avec la couleur rouge ici, il y a un trait rouge. Voilà, c'est ça le poids propre. Alors à ce niveau ici, vous avez la possibilité même de supprimer les poids propres, comme je vous avais montré dans la vidéo précédente. Alors pour supprimer les poids propres, vous avez la possibilité tout simplement de venir ici. Vous prenez chargement, tableau de chargement. Une fois que vous cliquez ici, voilà, à ce niveau, vous avez la possibilité de supprimer les poids propres. Voilà, les poids propres est là. Vous pouvez supprimer ça à partir d'ici. Tout comme on peut le laisser comme ça. Nous allons lancer le calcul avec les poids propres et nous allons vérifier les résultats. Et après, alors maintenant tout est bon. Avant de lancer les calculs, qu'est-ce que je fais? Je vais premièrement vérifier ma structure. Je vais vérifier d'abord la poutre en question. Je prends analyse et vérifier structure. Voilà, tout est bon. Nombre d'erreurs 0, nombre d'avertissements 0. Et puis je ferme. Voilà, je ferme. Et puis là, je peux lancer donc les calculs. Puis je lance les calculs. Voilà, je vais patienter un tout petit peu. Voilà, je viens de lancer les calculs, donc tout est bon. Alors là, maintenant, je peux vérifier le résultat pour répondre à
nos questions. Dans les 4 questions, nous sommes maintenant prêts à répondre à ces 4 questions. Voilà. Avant d'analyser les résultats, ce qu'il faut savoir par rapport aux décharges que nous venons d'appliquer, il y aura un cas de charge qui va considérer donc les poids propres de l'élément, donc des IP100 que nous avons utilisés pour modéliser notre poutre, y compris donc les charges que nous venons donc appliquer. Vous voyez, donc vous allez remarquer ça à ces niveaux. Donc la charge d'exploitation que nous avons appliquée ici va considérer tout simplement donc la surcharge que nous avons donc appliquée au niveau de notre poutre, et il va donc négliger les poids propres de l'élément. Mais tandis que la charge d'exploitation, la charge permanente plutôt, va considérer donc la charge que nous avons appliquée, y compris les poids propres de l'élément, donc les poids propres de IP100. Voilà. Donc premièrement, nous allons donc vérifier le résultat. Alors qu'est-ce que je fais ici? La première question c'était comment? C'était donc calculer les éléments de réduction, MNT, l'air diagramme ainsi que la déformée. Nous allons répondre à la première question. Alors on va faire comment pour vérifier? Alors si on vérifie les résultats à partir de des chargements G, à partir de la charge d'exploitation G, c'est-à-dire que le valeur que nous allons trouver, ça sera disons les valeurs trouvées, y compris donc trouvées après surcharge de 1000 kg que nous avons appliqué, plus les poids propres de l'élément. Donc là nous sommes au niveau de la charge d'exploitation, la charge permanente plutôt. Sur la charge permanente, dont les valeurs que nous allons trouver, ça sera donc les valeurs trouvées à fonction des surcharges que nous avons appliquées de 1000 kg plus les poids propres de l'élément, donc des IP100. Mais par contre, si vous souhaitez vérifier tout simplement les valeurs trouvées après avoir surchargé tout simplement la structure, ça tenir compte du poids propre, là il faut prendre plutôt la charge d'exploitation. Alors comment faire ici? Je vais vérifier d'abord les diagrammes. Je prends ici résultat, je prends un diagramme barre ici. Alors je prends premièrement moment, je viens ici, j'applique. Voilà le diagramme des moments. Ça c'est le diagramme des moments. Alors vous avez la possibilité aussi de vérifier les diagrammes de l'effort tranchant. Je suis là, j'applique. Ça c'est le diagramme de l'effort tranchant. Le diagramme de l'effort tranchant est là. Alors vous avez aussi la possibilité de voir les diagrammes de l'effort normal, mais sauf que l'effort normal ici sera nil. Puisque dans Z ici on n'avait pas de valeur, on n'avait pas de surcharge de ces côtés. Donc sera nil ici. Quand j'applique ici, vous allez voir que c'est nil. Vous voyez? Alors je prends par exemple le diagramme des moments. Vous avez la possibilité aussi de voir les valeurs. Je viens, je prends paramètres, description, différencier et puis uniforme, et puis j'applique. Voilà. Vous avez le diagramme des moments. Au niveau de l'appui ici, ça fait 0. Et ici, ça nous fait donc 2571,43. Ça, c'est pour les moments. Alors, nous allons voir aussi pour l'effort tranchant ici. Je prends ça pour l'effort tranchant. Je vais cliquer. Voilà, ici, au niveau de l'appui A, ça fait 857,14. Et au niveau de notre charge concentrée, ça fait moins 642,86. Voilà. Alors nous allons vérifier aussi la déformée des moments. Je ferme d'abord ça. Je vais prendre d'abord la déformée. Je clique, je prends déformée, j'applique. Voilà, la déformée des moments ici, ça fait 28,1. Vous avez la possibilité aussi de démarrer pour voir comment est-ce que ça va céder.
Voilà. Ça, c'est donc la déformée des moments. Je peux arrêter ça ici. Voilà, et puis je ferme. Voilà, donc nous venons de répondre à la première question. Je vais cocher ça. Donc nous venons de répondre à cette question déjà. La première question est répondue. Nous allons maintenant répondre à la deuxième question. Trouver la valeur des moments à x qui est égal à 1,80 m. Voilà, je suis là. La valeur des moments à une distance qui varie à 1,80 m. Je viens ici, je vais premièrement sélectionner soit l'élément. Donc je sélectionne le D au même moment. Je fais clic droit, je prends propriété de l'objet. Je prends NTM. Je vais prendre moment. Je clique ici. Alors, ça me fait donc 3 mètres. Ça me fait 3 mètres. Donc, première travée. Je vais vérifier la valeur des moments à une distance de 1,80 m. Je vais défiler un tout petit peu. Je défile. Je suis déjà presque à 1,3 m. 1,80 m. Je vais défiler. Je vais défiler. Je vais défiler jusqu'à 1,80 m. Je viens de dépasser légèrement. Voilà. La valeur des moments à une distance de 1,80 m. Ça me fait donc 1546,27. Vous voyez, ça c'est la première méthode. À part ça, vous avez la possibilité aussi de vérifier la valeur des moments en faisant donc ceci. Je viens directement ici, je prends résultat, je prends analyse détaillée, je clique là-dessus. Voilà. Je prends moment, j'applique. Voilà, le diagramme sort. Voilà. Et à partir d'ici, maintenant, je viens cliquer ici. X est égal à 0, 0. Et je commence maintenant à défiler jusqu'à 1,80 m. Je suis à 1,50 m, 1,63 m, 1,80 m. Je viens de dépasser 1,80 m, 1,79 m. Voilà, ça me fait 1,80 m. J'ai trouvé la même valeur à une distance de 1,80 m. La valeur des moments, ça me fait donc 1545,59. Vous voyez, donc nous venons de répondre également à la deuxième question. Je vais cocher ça ici. La deuxième question est répondue. Alors la troisième question, c'est trouver les réactions aux appuis. Les réactions aux appuis, c'est simple. Je suis là, je viens ici. Je vais rentrer d'abord ici. Je ferme d'abord ça. Je ferme ça. Je vais trouver les réactions aux appuis. Je prends résultat, diagramme barre. Je prends réaction. Je prends FZ. Je vais cocher directement description. Et puis j'applique. Voilà, quand vous appliquez, vous allez voir directement, vous allez trouver les réactions aux appuis. Voilà, je viens donc de trouver au même moment les réactions aux appuis ici. Au niveau de l'appui A, donc ça me fait 857,14 kg. De l'autre côté, au niveau de l'appui B, ça me fait 642,86 kg. Donc je viens de trouver également les réactions aux appuis. Donc nous venons de répondre également à la troisième question. La troisième question est bel et bien répondue. La toute dernière question, trouver les diagrammes des contraintes max et min en décanewtons par centimètre carré. La dernière question, comment je fais? Je suis là. Je vais d'abord cacher les réactions aux appuis. Voilà. Je vais trouver maintenant les diagrammes des contraintes. Je suis là, contrainte normale, donc je prends contrainte maximale, premièrement, et puis j'applique. Voilà le diagramme des contraintes maximales. Diagramme des contraintes maximales. Au niveau de l'appui A ici, c'est nil, donc c'est 0, 0. Et au niveau de notre charge concentrée, ça nous fait donc 7372,99. Ça, c'est les contraintes maximales. Et les contraintes minimales, je suis là. Je prends donc les contraintes minimales. Et puis j'applique. Les contraintes minimales ici, ça nous fait donc moins 7372,99.
Voilà, donc nous venons de répondre à toutes les questions. Il y a les diagrammes des contraintes minimales et sa valeur. Il y a les diagrammes des contraintes maximales et sa valeur également. Donc nous venons de répondre aussi à la quatrième question. Je vais cocher. Mais la quatrième question nous avait dit que les contraintes que nous allons trouver, l'unité des contraintes, donc c'est décanewtons par centimètre carré. Alors absolument, le valeur que nous venons de trouver, c'est en décanewtons par centimètre carré. Pour vérifier ça, c'est juste question de venir ici, je prends outil, je prends unité de formant, unité et formant, et à partir d'ici, je prends force, vous voyez, contrainte. Donc l'unité des contraintes que nous avons utilisée, c'est ça, c'est décanewtons par centimètre carré. Voilà, nous allons vérifier ici, donc c'est correct, c'est décanewtons par centimètre carré. Donc nous venons de répondre à toutes ces questions. Voilà. Voilà. Donc nous sommes arrivés à la fin de notre formation d'aujourd'hui, de ce soir. Alors je vais vous montrer quelque chose ici, au niveau des réactions appui par exemple. Alors je rentre un tout petit peu ici, je prends un diagramme. Je vais d'abord cacher donc les diagrammes des contraintes. Voilà, je prends réactions appui par exemple, FZ, et puis description. Vous voyez, les réactions appui que nous avons trouvées, et avec la charge d'exploitation que nous avons donc ajoutée. Donc, au niveau de l'appui A, ça nous fait 857.14. Je vais écrire ça ici, 857.14. Donc ici, au niveau A, ça fait combien 857.14. Donc 857.14. Donc ça sera qui? Exploitation bien sûr. Et au niveau de l'appui B ici, ça fait combien? Au niveau de l'appui B, ça fait 642,83. 642,83, 42,83. Je vais vous montrer quelque chose ici. Voilà, non, c'est 86, 642,86 et non 83. Voilà, 86. Bien sûr, c'est kilogrammes, hein? C'est 86 kg. Alors, ici, nous allons de vérifier pour la charge d'exploitation. Maintenant, nous allons vérifier pour la charge permanente. Je prends maintenant G. Vous voyez, pour la charge permanente, c'est différent. Ici, ça fait 599,79. 599,79. Ça fait donc 599,79. 599,79. De l'autre côté, ça fait 456,94. 456. Ça fait 456,94. 456,94. 456,94. Kilogramme. Ici nous sommes dans G. Vous voyez? Voilà. Donc vous allez voir que c'est vraiment différent. Vous voyez? Donc au niveau de la charge d'exploitation ici, donc les réactions appui au niveau de l'appui donc au niveau des points A, voilà la valeur que ça nous donne. De l'autre côté, voilà, donc c'est différent par rapport aux charges permanentes. Alors si par contre on avait appliqué la même charge ici, par exemple on avait appliqué la charge de 1500 kg comme charge pour la charge d'exploitation, 1500 également pour la charge permanente. Alors vous allez voir que la charge permanente, la valeur des réactions appui au niveau de la charge permanente allait être supérieure par rapport à celle de la charge d'exploitation. Pourquoi? Puisque ici le G de la charge permanente, donc on avait appliqué donc la valeur
de 1000. Donc là, si on appliquait par exemple le 1500 pour les D, donc pour la charge d'exploitation, ainsi que la charge permanente, on avait par exemple la même valeur. Supposons qu'ici également, on avait donc 1500. C'est-à-dire, au niveau de qui ici, l'application des charges, dans notre cas des charges, on allait appliquer tout simplement le 1500. On allait appliquer seulement le 1500 kg. Mais tandis que pour les G, on allait appliquer le 1500 kg. Ça allait être plus le poids propre dans le PP. Les poids propres de matériaux que nous avons utilisés pour modéliser notre poutre. Alors, comme nous avons utilisé le IP100, nous avons utilisé donc les IP100, les profilés IP100. Donc, c'est-à-dire que ça allait être le 1500 plus les poids propres. Alors, la conséquence maintenant, ça allait être quoi? C'est-à-dire les réactions aux appuis qu'on allait trouver pour la charge permanente, ça allait être plus supérieur par rapport à ce que nous allons trouver pour la charge d'exploitation. Donc, vous voyez, donc ça allait être différent à ces niveaux. Donc, c'était juste pour vous montrer cette différence. C'est pour dire que même si vous n'avez pas supprimé les poids propres à partir d'ici, au tableau des chargements, vous pouvez donc calculer comme ça. Vous lancez les calculs, mais pour prendre les valeurs par exemple des éléments de réduction, ça dépend de vous. Vous avez la possibilité de prendre pour la charge d'exploitation, donc avec qui ça sera donc des valeurs trouvées sans tenir compte du poids propre de l'élément. Mais si vous prenez donc G, il faut savoir que ce sont des valeurs trouvées plus par rapport au chargement que vous avez appliqué, y compris le poids propre de l'élément. Donc voilà en fait ce que je voulais vous montrer. Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de notre formation d'aujourd'hui. Alors merci de votre disponibilité. Passez une excellente soirée. Au revoir, à la prochaine vidéo.